Nous sommes le 7 août et les plaques tectoniques continuent de bouger dans le volcan le plus actif de l'environnement géopolitique, l'Asie occidentale. Nous avons beaucoup d'informations importantes que nous souhaitons vous apporter. Elles nous viennent directement de sources qui, selon nous, sont très bien placées dans les cercles où nombre de ces décisions sont prises, dans les capitales où elles se prennent. Si vous appréciez ce que nous faisons, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime. Rendez-vous sur notre chaîne Substack et devenez membre payant pour une somme très modeste, 5 $ par mois. Nous vous enverrons notre contenu 2 fois par semaine directement dans votre boîte mail. Et pour décortiquer toutes ces informations avec vous et vous livrer sa propre analyse très éclairée, j'ai avec moi mon cher ami et collègue, Pepe Escobar. Je vous en prie, Pepe. Please go ahead, Pepe. Thank you, Mr. Z. Thanks, everybody. Merci à tous. Eh bien, une fois encore, parlons de Sous le volcan. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont lu le roman de Malcolm Lowry, qui est l'un des plus grands romans du XXe siècle. Nous voici donc au XXIe siècle, face à la guerre entre l'Iran et les États-Unis, à ses répercussions et bien sûr à toutes les vagues successives qui bouleversent l'échiquier. Désormais, l'échiquier lui-même est sur un radeau, au milieu d'une mer déchaînée, sous la colère de Zeus là-haut et de Poséidon là-dessous. Et nous sommes tous sur ce radeau. C'est très difficile, surtout quand il faut assimiler un rapport entier 5 minutes avant d'entrer en direct à l'antenne. C'est encore mon cas aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est un autre exercice de digestion de ces renseignements internes. Avec vous, les téléspectateurs, point par point, tout en exprimant aussi mon scepticisme à l'égard de certains d'entre eux. Alors, pardonnez-moi si je peux parfois être trop direct. Pardonnez-moi si j'ai l'air exaspéré. Et pardonnez-moi si parfois je peux me montrer trop indulgent, alors que je devrais être plus dur. Prenez donc ça, pour l'instant, comme les errances d'un Ulysse immobile. Oui, absolument, mais toujours sous la colère des dieux. Au moins, dans notre cas, en tant qu'analyste indépendant, nous ne sommes pas coupables d'Ibris. Nous comprenons comment fonctionne l'Ibris. L'Ibris, c'est pour ceux qui détiennent le pouvoir et pensent pouvoir rivaliser avec les dieux. Et évidemment, l'exemple numéro 1, c'est le président des États-Unis. Bon, revenons aux détails concrets. Let's go back to the nitty-gritty. Today in Mecca, we had Aujourd'hui, à la Mecque, nous avions le sultan Erdogan, MBS et le premier ministre du Pakistan. Ensuite, ils ont prié en direction de la Mecque. Ils ont même pris une photo, tous les trois regardant par la fenêtre vers la Mecque. Et c'est l'accord la Mecque sunnite OTAN, dont personne sur la planète, peut-être 2 ou 3 personnes au Pakistan, 2 ou 3 personnes en ont, une seule personne en Turquie, Erdogan, et personne d'autre, peut-être Hakan Fidan, son ministre des Affaires étrangères, et une personne en Arabie Saoudite, MBS lui-même, ne sait ce qu'il contient, ce qu'ils ont signé. Le reste de la planète, nous tous, des analystes, aux gens qui consultent leur compte X en Afrique subsaharienne, ce qu'ils retiennent, c'est que cette OTAN sunnite a signé un pacte militaire mutuel, un pacte de défense. En fait, elle élargit le pacte qui existait déjà entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan, en y ajoutant désormais la Turquie. Vous avez donc une clause de type article 5 de l'OTAN, selon laquelle une attaque contre l'un d'entre eux est une attaque contre tous. Alors je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent déjà, d'accord, qui voudrait attaquer ce trio? Quels sont les principaux candidats pour attaquer ce trio? Et là, on peut partir dans des milliards de scénarios, y compris le gouvernement américain, le CENTCOM, cette secte d'Asie occidentale appelée Israël, et bien sûr l'Iran. Et nous pouvons passer en revue les motivations qu'auraient tous ces acteurs d'attaquer cette triade, s'ils en ont.
Certains ont de nombreuses raisons d'attaquer cette triade dans un avenir, je ne dirais pas proche, mais plus lointain, comme le culte de la mort en Asie occidentale. Ce qui nous amènerait à penser que ce pacte de type OTAN, signé à la Mecque, vise essentiellement à les protéger ou à les unir contre le culte de la mort en Asie occidentale, sous la forme d'une organisation de type OTAN. Mais à l'avenir, rien n'empêche le gouvernement américain ou le CENTCOM d'attaquer les trois, ou peut-être l'un d'entre eux. Les deux autres devront alors leur venir en aide. Ce que nous savons, c'est que l'Iran n'a absolument aucun motif d'attaquer ces trois pays, individuellement ou collectivement. Individually or collectively. So immediately we can discard this is On peut donc d'emblée écarter l'idée qu'il s'agisse d'une organisation montée, ou d'un pacte sunnite, de type OTAN, quel qu'il soit, contre l'Iran. D'abord parce que parmi les membres, il y a un membre essentiel, une puissance nucléaire essentielle de ce pacte, le Pakistan. Or, son gouvernement se démène pour agir comme médiateur crédible et digne de confiance entre l'Iran et les États-Unis. Alors, pensait-il au Yémen? Nous en sommes presque sûrs, mais sans aucune preuve pour l'instant. D'ailleurs, sachez-le tous, nous n'avons aucune preuve de quoi que ce soit concernant ce pacte de type OTAN, à part ce qui a été délibérément divulgué par des sources saoudiennes, disons-le ainsi, ou par les médias saoudiens. On ne peut pas parler de médias saoudiens indépendants. Cela n'existe pas d'ailleurs. You cannot talk about independent Saudi media. This thing doesn't exist, by the way. Alors le Yémen. Alors, étant donné que nous sommes dans une incertitude totale à tous les niveaux, essayons d'envisager un scénario possible. La reprise d'une guerre entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Une guerre que les Saoudiens ont dans les faits déjà relancée. Les Saoudiens ont bombardé la piste de l'aéroport de Sanaa. Ils ont rompu le mémorandum d'entente qu'ils avaient avec le Yémen. Ils veulent continuer à imposer le blocus illégal contre le Yémen, qui dure depuis plus de 11 ans. Et ils doivent trouver un prétexte pour entraîner le Pakistan et la Turquie dans leur guerre, s'ils veulent s'en prendre à Ansar Allah, les forces armées yéménites. Je spécule donc sur un scénario apocalyptique, mais un scénario apocalyptique très plausible. C'est incroyable. Cela pourrait arriver à n'importe quel moment. Cela pourrait. Au moins, on peut le formuler au conditionnel. At least we can put it in the conditional. Évidemment, Erdogan et le gouvernement pakistanais sont assez intelligents pour ne pas tomber dans un piège tendu par MBS. Et évidemment, MBS se couvre en permanence. Et évidemment, le fait que nous ayons maintenant une extension d'un pacte qui existe déjà entre le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie donne un peu plus de crédibilité à MBS, dont il manque cruellement à l'heure actuelle. Revenons un peu plus en arrière. Revenons aux 4 sunnites originels, qui ont lancé un processus ayant abouti, du moins dans sa première phase, à la réunion Islamabad 1.0, où Ghalibaf et J.D. Vance se sont rendus à Islamabad. Et puis plus tard, bien sûr, cette réunion décisive au Bürgenstock, en Suisse. Ces 4 premiers sunnites se sont retrouvés dans la même pièce à Islamabad et ont commencé à se demander entre eux, est-ce qu'on pourrait peut-être lancer quelque chose qui mènerait vers un processus de paix entre l'Iran et les États-Unis? D'accord, récapitulons ces 4 pays sunnites, le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite, ainsi que l'Égypte. 3 sont aujourd'hui signataires de l'accord de la Mecque, auquel s'ajoute l'Égypte, qui n'a pas voulu s'impliquer ou a préféré ne pas l'être. Nous n'avons rien entendu venant du Caire. Pourquoi ne faites-vous pas partie de cet accord de la Mecque? Mystère total. Il faut demander à Scheherazade de nous donner une réponse. Alors, qu'est-ce que nous disent nos sources et nos amis pakistanais? Et cela mérite des critiques. Je suis un grand partisan de la critique constructive. J'espère donc que nos sources, nos contacts et nos amis pakistanais comprendront qu'il s'agit de critiques constructives. Quel intérêt le Pakistan a-t-il à faire partie d'un pacte de sécurité mutuelle élargi qui inclut une Turquie extrêmement peu fiable
est toujours prête à ménager ses options. Extremely unreliable and always hedging Turkey. So now we have Turkey, second largest NATO. Nous avons donc la Turquie, la deuxième plus grande armée de l'OTAN, un membre de l'OTAN à part entière, le bras oriental de l'OTAN en Eurasie même, si l'on considère l'Anatolie. L'Anatolie n'est pas en Europe, l'Anatolie est en Eurasie. Nous avons le Pakistan, puissance nucléaire, avec des relations très privilégiées avec la Chine et de bonnes relations avec l'Iran, qui s'améliorent sans cesse. Et au milieu, nous avons l'Arabie saoudite, qui pratique l'équilibrisme jusqu'à l'épuisement, affaiblie et géopolitiquement contrainte par des milliards de facteurs sur lesquels elle n'a aucun contrôle. Donc, nos amis pakistanais nous disent cela, et je vais lire directement le rapport de renseignement. Le Pakistan se positionne comme un pont indispensable entre l'Iran, les monarchies du Golfe, la Turquie, la Chine et Washington. Eh bien, le Pakistan a-t-il besoin d'un accord comme celui-là pour se positionner comme un pont indispensable? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà de très bonnes relations avec l'Iran. Après tout, ce sont eux les médiateurs entre l'Iran et les États-Unis. Ils ont aussi de très bonnes relations avec la Chine. Après tout, la Chine est déjà en arrière-plan. Elle organise et plus ou moins codéfinit la manière dont le Pakistan et l'Iran se parlent et tente d'amener les États-Unis vers quelque chose qui ressemble à de la diplomatie. Évidemment, parce que nous savons que l'Empire ne pratique jamais la diplomatie. Le Pakistan a déjà de bonnes relations avec la Turquie. Et c'est quelque chose que j'ai pu constater la dernière fois que j'étais au Pakistan, même si c'était il y a quelques années. Grâce à mes contacts à Islamabad, j'ai pu voir que les relations pakistano-turques étaient les meilleures possibles et qu'elles ne cessaient de s'améliorer. Et ils entretiennent déjà de bonnes relations avec le CCG. Le Pakistan s'est donc déjà positionné comme un pont important entre tous ces acteurs. Il n'a pas besoin de l'accord façon OTAN de la Mecque pour améliorer sa position. Et ce serait ma principale question, directement adressée à l'establishment politico-militaire pakistanais. Je pose cette question en ami et en tant que quelqu'un qui tire profit des renseignements qu'ils nous transmettent. Pourquoi avez-vous fait ça? Pensez-vous améliorer votre position géopolitique en devenant membre de ce pacte, pour l'instant extrêmement flou, de type OTAN? Ou y a-t-il un motif caché qui ne sera communiqué à personne? Et cela pourrait être, si l'on adopte une lecture chinoise et favorable de ce que personne ne peut voir derrière cet accord, l'accord de la Mecque, le début d'une nouvelle architecture de sécurité organique à travers l'Asie occidentale. Pour l'instant, je préfère présenter cela comme une aspiration. Nous ne disons pas que cet accord de la Mecque mènera à un nouvel arrangement de sécurité, fondé sur l'indivisibilité de la sécurité. Pour reprendre l'expression de nos amis russes à travers l'Asie occidentale, parce qu'il implique directement un membre de l'OTAN. Et c'est exactement ce que l'OTAN ne veut pas, l'indivisibilité de la sécurité en Eurasie. Ils sont en guerre contre la Russie, au nord, parce qu'ils n'ont même pas répondu aux lettres russes de décembre 2021 adressées à la Maison-Blanche de l'époque, l'administration Otto-Penn, et à l'OTAN, au sujet de l'indivisibilité de la sécurité. Ils n'ont même pas répondu aux Russes. Alors maintenant, avec l'Iran, je suis vraiment désolé, avec la Turquie qui fait partie de cet accord, vont-ils accepter l'indivisibilité de la sécurité, y compris pour leur membre le plus important de l'OTAN dans la partie orientale de l'Europe? Évidemment que non. Cela implique-t-il donc que l'OTAN fait des incursions directement dans les affaires eurasiatiques? Et cela inclut l'Asie occidentale, l'Arabie saoudite et l'Asie du Sud, le Pakistan, par l'intermédiaire du sultan Erdogan, qui ménage éternellement toutes les options. Voilà donc une autre question. Et je vous la pose à tous, à notre public. Je pose aussi cette question à l'Iran.
Troisième question. Third question. How can Islamabad as mediators and Comment Islamabad, en tant que médiateur, et se démenant pour jouer ce rôle de médiateur, comme nous le savons, comme on nous l'a appris, comme nous essayons de vous l'expliquer dans notre émission Transition Protocol depuis 2 mois, pardon, pas depuis plus de 2 mois, depuis 2 mois, comment Islamabad peut-il, au plus haut niveau, expliquer à Téhéran au plus haut niveau, y compris au guide Mojtaba Khamenei, qui dispose théoriquement d'un canal direct avec le maréchal Hassim Munir, ce pacte de la Mecque de type OTAN, qui inclut un membre de l'OTAN. Je pose donc cette question à tout le monde, une fois encore. Comme on peut le voir, la manière dont le Pakistan présente actuellement cet accord de la Mecque, disons-le ainsi, est très habile. Des négociations impliquant l'Iran, alors qu'à ce stade, il n'existe qu'un seul canal de négociation, le canal Iran-Oman. which is the Iran-Oman channel. They are negotiating a temporary Ils négocient un accord temporaire concernant la navigation dans le détroit d'Ormuz, et c'est pratiquement conclu. Cela pourrait être annoncé, par exemple, demain. Demain, samedi, est un jour ouvré normal dans les pays musulmans. Ou bien cela pourrait être annoncé, peut-être, au début de la semaine prochaine. C'est donc la négociation actuelle entre l'Iran et Oman. Le Pakistan ne participe pas à cette négociation en particulier, parce qu'il s'agit d'une négociation technique entre Oman et l'Iran. Et les termes, si l'accord est signé par Mascate et Téhéran, seront à tout le moins révolutionnaires quant au nouveau statut du détroit d'Ormuz. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi. So today is Friday. So on the same day of these three Donc, le jour même où ces 3 acteurs, l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan, signeront l'accord façon OTAN de la Mecque, il est pratiquement certain, à 80 ou 90%, qu'Oman et l'Iran signeront leur propre accord bilatéral, négocié à la même table sur le détroit d'Ormuz. Et quand les Américains seront confrontés à ce qui sortira de cet accord, attendez-vous à des feux d'artifice, et pas seulement au sens figuré. Parce que selon ce qui est en discussion, tout, littéralement tout, même les pigeons qui volent dans le détroit d'Ormuz, sera soumis aux lois et réglementations des gardiens de la Révolution, à la PGSA, ce nouvel organisme créé par les Iraniens, à des règles, au paiement de taxes, de frais administratifs, de frais de gestion, de frais de sécurité, de frais humanitaires, enfin, de tout ce qu'on voudra. managerial fees, security fees, humanitarian fees, whatever. And everything Et tout ce qui sort du détroit d'Ormuz relève de 2 niveaux de contrôle. Le premier niveau, ce sont les autorités omanaises. Cela inclura des redevances versées à Mascate. Et le niveau supérieur, une fois encore, c'est l'Iran. Donc il faut d'abord obtenir l'autorisation des Omanais, puis à nouveau celle de l'Iran. Pour le dire très simplement à vous tous, si cet accord est signé, tout ce qui entre dans le détroit d'Ormuz sera contrôlé à 100% par l'Iran. Et tout ce qui en sortira sera contrôlé à 50% par l'Iran, peut-être même à 70%. Vous pouvez donc imaginer comment l'administration Trump va réagir. Nous n'avons même pas besoin de... Enfin, il est plus qu'évident que cela va provoquer une énorme panique sur l'axe Mar-a-Lago-Washington. Peuvent-ils y faire quelque chose? Quoi? Ils vont bombarder Mascate? Non, ils ne peuvent rien y faire. Mais cela scellera le nouveau statut du détroit d'Ormuz, et bien davantage encore. Dans les faits, cela scellera la défaite stratégique des États-Unis. On ne peut pas faire plus important que ça. Et ce n'est que la première étape. Même s'il s'agit d'un accord temporaire entre les 2 États qui bordent le détroit d'Ormuz, au nord et au sud, cela évoluera vers une négociation si le mémorandum d'entente, ce pacte, est rétabli. C'est l'étape suivante. Bien sûr, nos médiateurs pakistanais travaillent d'arrache-pied pour le rétablir, avec l'aide d'Oman, du Qatar, et ainsi de suite. L'Arabie saoudite, au moins, reste en arrière-plan. Elle n'interfère pas. Les Turcs, évidemment, Hakan Fidan en parle toujours.
The Turks, of course, Hakan Fidan is always talking about it. And of course, behind all of them, the Chinese, because this is Et bien sûr, derrière tout ça, il y a les Chinois, parce que c'est ce que veulent les Chinois. Au fond, les Chinois veulent que le protocole d'accord soit respecté. Point final. C'est ce que dit Wang Yi pratiquement tous les jours. Et même si ce n'est pas relayé en dehors de la Chine, si vous consultez la presse chinoise, presque chaque jour, il dit « Nous avons besoin de liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, dans le respect des lois, dans le respect de la Charte des Nations Unies, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Et bien sûr, les deux parties doivent respecter ce qu'elles ont signé dans le protocole d'accord. Une partie le respectait, l'Iran. L'autre a tout simplement fait exploser le protocole d'accord, comme vous le savez tous. Et maintenant, bien sûr, les médiateurs, à commencer par le Pakistan, se disent « Bon, essayons de donner une dernière chance à ce chat déjà mort. » Donc, pratiquement le même jour, nous avons cet accord de type OTAN à la Mecque, et nous avons le nouvel accord sur le détroit d'Ormuz, qui a toujours été, dès le début, la question centrale, avant même que cette guerre ne commence. Parce que, encore une fois, et il faut répéter l'évidence pour vous tous, même si vous le savez déjà, cette guerre n'a jamais porté sur le dossier nucléaire iranien. C'était une guerre du pétrole. C'était une guerre pour un point de passage stratégique du pétrole. C'était une guerre pour préserver le pétrodollar. C'était une guerre contre un État souverain, résistant, en dehors du système américain, qui vendait de l'énergie en dehors du pétrodollar, ce qui est l'anathème numéro 1 pour les autorités financières et économiques américaines, et bien sûr pour les élites américaines qui se trouvent derrière tout cela. C'était une guerre contre 3 dirigeants, liés par un partenariat stratégique et engagés dans l'intégration eurasiatique. L'Iran, la Russie et la Chine. Dès le début, c'était une guerre contre l'Iran, mais aussi contre la Russie et la Chine. Dès le début, c'était une guerre contre la Chine, en utilisant l'Iran. Donc, tous ceux qui suivent le long et sinueux chemin, littéralement, pour citer les Beatles, vers l'intégration de l'Eurasie, le savent, et le savaient déjà bien avant le 28 février. Et maintenant, nous y sommes, parce que nous sommes littéralement au pied du volcan. C'est maintenant que tout se joue. Les échéances, les calendriers et les lignes rouges s'accumulent de jour en jour. La semaine prochaine, c'est la ligne rouge de l'épuisement des réserves stratégiques de pétrole des États-Unis, la mi-août. La fin de la semaine prochaine. C'est littéralement imminent. Trump le sait, tout le monde le sait, JP Morgan le sait, Chase Manhattan le sait, Goldman Sachs le sait, les marchés obligataires le savent, les marchés pétroliers le savent, chaque putain de trader du Golfe le sait. Donc épuisement de tout, plus de chars, plus de missiles, plus de patriotes, plus rien. Les généraux ont déjà dit à Trump, écoutez, il ne nous reste plus rien. Et en plus, ça empire. Destruction des bases. L'empire des bases, secteur Asie-Occidentale, est détruit à au moins 80%, sinon 90%. On va bientôt vers les 100%. Partout. Pas seulement toutes les bases du Golfe Persique, mais aussi Erbil, au Kurdistan irakien, et les bases en Jordanie. Alors, qu'est-ce que les Américains ont de leur côté en ce moment? Défendre l'Arabie Saoudite? Non, certainement pas. Defend Saudi Arabia? No, definitely not. And MBS read that very, very well. Et MBS a très bien compris ça. Quand MBS a pris le téléphone pour appeler Trump le week-end dernier et lui dire « Ne lancez pas votre opération des portes de l'enfer, parce que nous allons tous en payer le prix, et aucun de nous, au sein du CCG, n'est prêt à payer le prix de votre prochaine folie. » Donc c'est l'un des éléments qui, au final, ont convaincu Trump qu'il allait. Enfin, tout le monde savait que c'était une manœuvre de désespoir. Mais il avait besoin de l'entendre de la bouche des vassaux eux-mêmes. Nous, les vassaux, nous n'allons pas nous sacrifier pour vous. Cela expliquerait donc quelque chose qui, en réalité, a été gardé secret tout ce temps. La planète entière a appris l'existence de cet accord de l'OTAN, signé aujourd'hui à la Mecque.
Hier, il n'y a eu aucune fuite. Aucune fuite. Absolument aucune. Ce que vous nous aviez dit, Monsieur Z, la dernière fois que nous nous sommes parlé, au milieu de la semaine, c'est que Munir et Sharif se rendaient en Arabie Saoudite. Ça, c'est une chose. D'accord, c'est un voyage de travail. Ils vont parler de beaucoup de choses avec MBS, pas aller à la Mecque pour signer un accord de type OTAN. Donc tout ce qui concerne cet accord, la Mecque, OTAN est trouble, totalement entouré de brouillard. Il n'y a aucune fuite et nous ne savons pas s'il s'agit d'une opération de communication, si c'est réel, ni ce que cela implique, ni ce qui est réellement écrit dans cet accord. Pour l'instant, absolument aucune fuite, d'où que ce soit. D'Istanbul, d'Islamabad, et encore moins de Riyad. C'est pour cela qu'au début, lorsque je m'adressais à vous tous, notre public, j'ai exprimé un « soyez indulgents avec moi », parce que je ne suis pas convaincu par... Nous ne pouvons pas, en tant qu'analystes indépendants, être convaincus par cet accord, parce que rien n'est clair dans cet accord. Ce n'est pas un accord transparent. Il n'a pas été immédiatement divulgué à tout le monde en disant « Regardez, voilà ce que nous avons signé ». Donc, en dehors de ça, c'est vrai que cet accord va directement interférer avec l'échiquier eurasiatique dans son ensemble. Et les Chinois vont se poser des questions. Les Russes vont se poser des questions. Les Asiatiques centraux vont se poser des questions. Il n'y a qu'un seul acteur qui ne se posera pas de questions, parce qu'on ne s'en prend pas à eux, par définition. Et c'est encore la grosse erreur de l'Arabie Saoudite. Ansar Allah, les Yéménites, les forces armées yéménites. Si l'Arabie Saoudite les attaque, si le Pakistan les aide, si Erdogan les aide, s'ils sont... Eux, ça leur est égal. Ils répondront à la Yéménite. 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, peut-être 5 pour 1. Et alors, oui, d'accord. Adieu Yanbu, adieu le pipeline Est-Ouest, et bien plus encore, parce qu'ils prennent leurs propres décisions. Ils font partie de l'axe de la résistance, mais ils prennent leurs propres décisions. Ils n'attendent pas un appel de Téhéran en leur disant « Faites ceci, faites cela ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous tous qui sommes allés au Yémen et qui avons parlé avec eux en face à face, nous avons compris et appris comment ils fonctionnent. Et ils n'ont rien à perdre. Ils sont intrépides. Ils n'ont peur de rien, pas même de la peur elle-même. Ils sont à un tout autre niveau. Et les Saoudiens le savent. Les Saoudiens se sont fait botter les fesses en 2019. Ils ont été contraints de signer un protocole d'accord avec le Yémen, qu'ils ont violé lorsqu'ils ont attaqué la piste de l'aéroport de Sanaa. Ils ont maintenu le blocus illégal contre le Yémen pendant plus de 11 ans. Il a été brisé par ces 2 vols de Mahan Air, aller-retour, qui ont emmené la délégation yéménite en Iran, puis l'ont ramenée. Alors, est-ce que les Saoudiens ont signé ce pacte en pensant pouvoir entraîner Erdogan et le Pakistan contre l'Iran en vue d'une possible reprise de leur guerre contre le Yémen? C'est un scénario plausible. Ce serait à la maison des Saouds de dire non, nous n'avons pas ce genre de dessein, ce qu'ils ne feront jamais. D'abord parce qu'ils ne sont jamais transparents sur leurs intentions. Donc, tout ce qui concerne cet accord NATO-Mecca est flou, compliqué, douteux, et personne ne nous donne de réponse. Mais au moins, pour l'instant, quand il s'agit de notre ami favori, le chat mort, le chat dans le coma, le chat pas encore mort, le chat tué à répétition, il est toujours là, sur ce radeau au milieu de l'océan, sous la colère de Jupiter, Zeus, Jupiter là-haut, et de Poséidon, Neptune là-dessous. Il est toujours dans le radeau, il n'est pas au fond de l'océan, et il pourrait être réanimé la semaine prochaine. Mais pouvez-vous imaginer le protocole d'accord qui pourrait renaître la semaine prochaine, après que Oman et l'Iran auront signé un accord temporaire régulant les flux de commerce et d'échange dans le détroit d'Ormuz, dont les États-Unis seraient
totalement exclus, au point que les navires américains ne seraient pas autorisés à entrer dans le détroit d'Ormuz. Voilà où nous en sommes. Si vous voulez, disons que c'est ma petite interprétation de tout ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. C'est l'image ultime de ce qui se joue sous le volcan. Imaginez-vous sous le volcan, face à ce nouveau statut du détroit d'Ormuz. Monsieur Z, s'il vous plaît, à vous. Mr. Z, please, take it away. Eh bien, Pépé, c'est une analyse remarquablement informée. Et j'ai un profond, très profond respect pour vos opinions, pour votre indépendance et pour la grille d'analyse que vous nous apportez. Et je peux vous assurer que des personnes que vous ne rencontrez pas, mais à qui je parle presque tous les jours au téléphone, parfois plus d'une fois par jour, respectent profondément cela. Elles apprécient énormément la rigueur analytique dont vous faites preuve. C'est précisément pour cette raison que nous vous présentons à notre audience. Vous avez un point de vue indépendant, vous avez une rigueur, vous disposez vous-même de sources très solides et vous soumettez tout cela à l'examen de chacun. Tout le monde en ressort plus fort. Moi, je suis ici pour apporter à notre audience mondiale, ainsi qu'à vous-même, la perspective que j'ai acquise en parlant à ces personnes. Et comprenez bien que certaines de ces personnes ont eu le malheur d'avoir affaire aux États-Unis tout au long de la plus récente mésaventure en Afghanistan. Elles savent donc qu'il ne faut faire confiance à rien de ce qui sort de la bouche de gens comme J.D. Vance et d'autres, à moins d'être totalement en mesure de le vérifier elles-mêmes. Alors, laissez-moi vous donner le point de vue des personnes à qui je parle et dont je reçois des renseignements que je considère comme profondément étayés, privilégiés et ainsi de suite. La relation entre l'Iran et le Pakistan va encore s'améliorer, davantage même qu'elle ne s'est améliorée ces derniers mois, période où elle a été, je dirais, la plus forte depuis 50 ans. Nous avons rapporté sur cette chaîne, et cela n'a été rapporté nulle part ailleurs, que Ghalibaf, qui est la deuxième personnalité la plus importante d'Iran après le guide suprême, a été invité par le président du Parlement pakistanais à se rendre à Islamabad pendant les célébrations qui auront lieu la semaine prochaine, à l'occasion de la fête de l'indépendance du Pakistan. Cela n'a pas encore été confirmé par l'Iran ni par le Pakistan. Mais on s'attend à ce qu'il arrive et qu'il tienne des réunions très importantes avec tout le monde en particulier. Donc les relations entre le Pakistan et l'Iran évoluent, se renforcent et s'approfondissent. Et l'on m'informe que l'accord qui vient tout juste d'être conclu ne constituera d'aucune manière une menace pour l'Iran. Et le Pakistan va jouer un rôle très actif pour s'assurer que cela n'arrive pas, que l'Iran ne soit pas menacé par cet accord. On me dit aussi que le Pakistan s'est vu confier la mission de rassurer Ansar Allah et les Yéménites. Cet accord ne les menacera en aucune façon. Et dans le cas où l'Arabie saoudite serait attaquée par Ansar Allah, il n'y aurait pas de réaction militaire automatique de la part de ses membres. Cela ne s'est pas produit non plus la dernière fois, même si MBS en avait fait la demande. Mais la réponse du Pakistan directement d'Asim Munir a été non, nous allons résoudre cela. Nous n'allons pas entrer dans ce conflit. Je veux donc apaiser les inquiétudes que vous avez soulevées. Maintenant, pour revenir à la raison pour laquelle cet accord a eu lieu, on m'a informé, non pas la semaine dernière ou ces derniers jours, mais l'an dernier, que l'Iran, le Pakistan et la Turquie se rapprochaient de plus en plus. Ils ont une coentreprise pour produire un avion de combat militaire de 5e génération. Leur coopération s'est approfondie et continue de s'intensifier dans tous les domaines militaires, y compris dans le domaine naval. Certains navires de la marine pakistanaise sortent de Turquie. Et la relation entre les deux pays se développe en matière de coopération militaire. Des discussions étaient en cours depuis longtemps. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain.
Cela intervient après au moins 2 ans de construction de relations, d'échanges et tout le reste. Et l'objectif ici, c'est de combler le vide. Ils sont absolument convaincus que les États-Unis sont en train de partir. Dans leur esprit, là-dessus, il n'y a aucune question, pas l'ombre d'un doute. Non seulement les États-Unis partent, mais ils partent comme une puissance vaincue, comme une puissance humiliée. Et cela va créer un vide. Le Pakistan, l'Iran et la Turquie sont là pour combler ce vide en tant que puissance militaire. Et l'Arabie saoudite est là pour tirer profit de cette relation en apportant des capacités financières et d'autres moyens, et ainsi de suite. Et le Qatar ne tarderait pas à rejoindre cette structure. Il n'est pas très loin. Le Koweït fait déjà partie d'une alliance militaire avec le Pakistan et Oman est censé suivre. Le seul pays dont ce n'est pas certain, ce sont les Émirats arabes unis. Mais les Émirats seront isolés. Donc ce que je rapporte est le suivant. Les États-Unis partent comme une puissance humiliée. Les États-Unis partent comme une puissance vaincue. L'hégémonie du pétrodollar américain va s'effondrer. La question c'est quand, comment et dans quelle mesure. Mais le fait qu'elle va s'effondrer ne fait aucun doute, pas à mes yeux. Et je suis quelqu'un qui a réellement participé à la mise en place de cet infortuné régime du pétrodollar au début des années 70. Le gouvernement américain m'avait demandé de faire partie de l'équipe qu'il a concrètement mis en place. Et je n'en suis pas heureux, je n'en suis pas fier. En fait, je l'ai compris très vite et je me suis retiré. Mais cela va s'effondrer, et je le dis sans hésiter. Je le dis avec une grande crédibilité et une analyse solide à l'appui. Je suis prêt à prendre à nouveau le risque de l'affirmer. Peu importe qui est au pouvoir au sein du gouvernement civil pakistanais. Cela peut être Shahbaz Sharif, cela peut être quelqu'un d'autre demain, cela peut être Imran Khan. Le fait est qu'Asim Munir est l'acteur central dans tout cela, et que l'armée pakistanaise est réellement la puissance dominante au Pakistan. Personne n'en doute. Personne ayant la moindre connaissance de la région ne doute que ce soit effectivement le cas. Les relations qui se mettent en place en ce moment avec l'Iran, les plus solides depuis 50 ans, avec la Turquie, qui se développe depuis de nombreuses années, avec l'Arabie saoudite, qui sont de longue date, avec le Qatar, dont l'importance ne cesse de croître, et avec le Koweït, qui a récemment signé de nouveau son accord de défense. Il ne fait aucun doute que le Pakistan et l'Iran, je veux insister sur l'Iran, vont s'imposer comme des puissances régionales dominantes. Le détroit d'Ormuz sera à jamais sous le contrôle de l'Iran. Et cela changera complètement les rapports de force dans toute la région. Le principal bénéficiaire de tout cela sera la Chine, et de très loin. Et le perdant dans tout cela, ce seront les États-Unis. Et avec l'effondrement du pétrodollar, je le répète sans cesse sur cette chaîne, comment les États-Unis vont-ils pouvoir soutenir leurs 40 000 milliards de dollars de dette? Personne ne peut répondre à cette question. En réalité, la réponse est non. Ils ne le peuvent pas. Voilà donc mon analyse fondée sur ce que je sais, et je respecte profondément ce que vous avez dit, et je vous en remercie beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Zé. Bon, pour conclure, les questions que j'ai posées de manière rhétorique dans la première partie de notre émission s'adressent à vous tous, notre public. Faites vos propres recherches et répondez-y comme vous l'entendez. Mais elles s'adressent aussi aux médiateurs entre l'Iran et les États-Unis. Si dans les prochains jours, ils peuvent au moins nous donner des réponses plus précises et détaillées sur ce pacte de type OTAN à la Mecque, et surtout sur ce contre quoi ce pacte n'est pas dirigé. Alors bien sûr, par déduction, nous saurons qui sont les véritables cibles si jamais quelque chose explose vraiment sous le volcan. Voilà, c'est ma conclusion personnelle.
Okay, that's my personal wrap-up, Mr. Z, if you want to add Pepe, anything else. I will. Monsieur Z, si vous voulez ajouter quelque chose. Pepe, je vais offrir quelque chose à notre public pour qu'il puisse attendre avec intérêt notre prochaine intervention sur cette chaîne et notre prochaine communication avec lui. Puisque j'ai l'honneur d'avoir la confiance de ces personnes qui négocient et qui sont en fait dans la pièce pendant que tout cela se déroule, la prochaine fois que nous serons ici, je peux vous assurer que j'aurai des réponses qu'elles seront disposées à me fournir. Et beaucoup de ces questions que vous soulevez qui restent en suspens seront clarifiées du point de vue de ces personnes et de leur compréhension de ce qui se passe dans la tête de MBS et dans celle d'Erdogan. Absolument. Oui, merci. C'est donc quelque chose de très précieux que nous pouvons dire à notre audience. Nous sommes heureux de faire les recherches nécessaires, de prendre en compte toutes les critiques que Pepe nous a adressées et d'y apporter une réponse responsable. D'ici là, cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez sur j'aime, rendez-vous sur notre chaîne Substack et devenez membre payant. Vous recevrez ainsi ces informations directement dans votre boîte mail. Désormais 2 fois par semaine, pour un don de $5 par mois, soit moins que le prix d'un café chez Starbucks. Alors, jusqu'à notre prochaine rencontre, merci infiniment. Nous avons le privilège de vous avoir avec nous et nous sommes profondément honorés que vous nous fassiez confiance pour vous donner ces informations. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Santé. À la semaine prochaine. Next week.